en lisant sur le perron. Par un après-midi, on se disait c'est si bon se retrouver entre amis, assis l'un contre l'autre pour s'occuper des autres. On se fait des accroires en se contant des histoires. Nous allons débuter notre thème sur les moyens de transport avec un extrait du roman d'Alessandro Baricco qui s'appelle « Cette histoire-là ». On se retrouve en Italie au début des années 1900, alors que l'automobile, la voiture, fait son apparition, encore rare, mais très impressionnante. Et on va voir comment les Italiens apprivoisent cette nouvelle machine, ce nouvel engin. Ultimo s'appelait ainsi parce qu'il avait été le premier enfant. Et le dernier. Il fut donc Ultimo, le dernier. Durant toutes les 4 premières années de sa vie, il se coltina toutes les maladies possibles. Ultimo en sortit toujours vivant, petit, sec, blanc comme un linge, mais vivant. Il a le cœur solide. Il a du bol. C'est donc vivant qu'à l'âge de 7 ans et 4 mois, en novembre 1904, son père l'emmena dans l'étable, lui désigna les 26 vaches du Piémont qui étaient toute sa richesse et l'informa qu'il ne fallait pas encore en parler à maman, mais qu'ils allaient bientôt s'en débarrasser, une fois pour toutes, de cette montagne de merde. Garage Libéraux Paris. Libéraux Paris, c'était le nom de son père. Garage, c'était un mot français qu'Ultimo n'avait jamais entendu jusque-là. Sur le moment, il pensa que ça devait vouloir dire quelque chose comme élevage ou à la rigueur laiterie. Mais la nouveauté, il ne la voyait pas. On réparera les automobiles. Elles n'existent pas encore, les automobiles. C'est une question de mois et elles existeront. J'en ai parlé avec Ultimo. Il est d'accord. Ultimo? Oui. Mais Ultimo est un enfant. Il a 7 ans. Il pèse 21 kilos et il a de l'asthme. Quel rapport, il est spécial, cet enfant. Tu pourrais pas en parler avec le terrain, là, plutôt. Il comprendrait pas. Il est comme les autres, il ne pense qu'à la terre et les bêtes. Il me dirait que je suis fou. Ben, il aurait peut-être un peu raison. Non, il n'aurait pas raison. Alors, parle-en avec le curé. D'autres conseils? Je plaisantais. Non, tu ne plaisantais pas. Je te jure que je plaisantais. Sa mère s'appelait Florence et son père à elle était un Français qui avait tourné pendant des années dans toute l'Italie en vendant une chaussure de son invention. Libéraux, tu ne sais même pas comment elles sont faites, les automobiles. S'il y a que ça, ma petite, personne ne le sait. Le livre sur lequel Libéraux Paris et son fils Ultimo apprirent comment étaient faites les automobiles était en français. Ce qui explique que pendant les premières années, quand vraiment il ne s'en sortait pas, couché sous une Clément Bayard 4 cylindres ou penché sur l'intérieur d'une Fiat 24 chevaux, Libéraux Paris a eu coutume de sortir de l'impasse en disant à son fils « Appelle ta mère !» Et Florence arrivait, les bras chargés de linge. Ce livre, elle l'avait traduit mot après mot et elle se le rappelait par cœur. Elle délivrait son diagnostic, puis elle faisait demi-tour et rapportait le linge à la maison. Merci. Quelque temps après, de l'ancienne étable devenue garage, montait le vrombissement du moteur ressuscité. Et voilà! Du reste, la chose était très rare, puisque pendant toutes les premières années, le garage Libéraux Paris dut s'adapter pour survivre aux réparations en tout genre, sans faire dans le détail. Des automobiles, il en arrivait peu, et cela allait donc des lames de charrue aux poils en fonte, en passant par les horloges.
Mais l'avenir arriva à pied en 1911, un après-midi de mars où il pleuvait. Libéraux Paris le vit de loin. Il vit le long cache-poussière et reconnut les grosses lunettes remontées sur la coiffe en cuir. Ah, il n'y avait pas l'automobile, mais le reste, si. L'homme en cache-poussière marchait lentement. Puis, il lut l'enseigne. « C'est vrai que vous avez de l'essence ici? »« C'est vrai, dit Ultimo. »« Je voudrais pas être discourtois, mais quel putain de sens ça peut avoir d'ouvrir un garage au milieu de cette gadoue? » Nous comptons grandement sur les couillons qui se retrouvent sans essence au milieu des champs. Très heureux. Comte d'Ambrosio, ne vous faites pas trop d'illusions. Je ne suis pas aussi couillon que j'en ai l'air. Libéraux Paris, enchanté. Je ne me fais pas d'illusions. Parfait. Parfait. Des années plus tard, il serait dans les journaux, côte à côte, devenu presque un nom unique, d'Ambrosio Paris. Mais ils ne pouvaient pas encore le savoir, ils n'en étaient seulement qu'au début de leur histoire. Vous en avez vraiment de l'essence? Autant que vous en voulez. Et un bien chaud? Ah, la voiture, ce fut Libéraux Paris qui dut venir la récupérer, avec la carriole et les chevaux. Ils la tirèrent jusqu'à l'atelier et il leur fallut ensuite travailler dessus une bonne semaine. Quand le comte d'Ambrosio revint la chercher le dimanche suivant, elle paraissait flambant neuve. Le comte commenta d'un sifflet admiratif. Puis, il sortit un sac de cuir qu'il poussa vers Libéraux Paris. Ouvre-le! Libéraux Paris l'ouvrit. Dedans, il y avait des lunettes, une coiffe en cuir, des gants et une grosse veste portant une étiquette cousue qui disait « D'Ambrosio Paris ». Qu'est-ce que ça veut dire? Jamais entendu parler de course automobile? En fait, j'ai besoin d'un mécanicien qui court avec moi. Qu'est-ce que tu en dis? J'ai pas le temps pour ces trucs-là. Il faut que je travaille, moi. 40 livres par jour, plus les frais et le quart sur les prix. Les prix... Ben, quand on gagne! Quand on gagne? Eh oui! Et qui va la convaincre, Florence? Florence, je m'en occupe. Tu ne la connais pas. Ah, c'est l'affaire d'un instant. Le comte d'Ambrosio restait avec Florence 10 minutes, assis à la table de la cuisine. Il lui expliqua ce que c'était que les courses, où elles se faisaient et pourquoi. Non, Alors il lui parla de l'argent et du public et des voyages aussi. non. Il lui expliqua alors ce que signifiait la célébrité dans le monde des affaires. Et il assura que devant cet atelier, dans quelques mois, il y aurait la queue. Non et non. Pourquoi? Mon mari est un rêveur. Et vous en êtes un, vous aussi. Ah, réveillez-vous tous les deux. Je veux vous raconter quelque chose, Florence. Mon père était un homme très riche, oh, bien plus riche que moi. Il a dilapidé presque toute sa fortune en courant après un rêve absurde, une histoire de voie ferrée, une sottise en fait. Il aimait les trains. Moi, je suis allé trouver ma mère et je lui ai demandé pourquoi ne l'empêches-tu pas? Moi, j'avais 16 ans à ce moment-là. Et ce qu'elle m'a dit, c'est si tu aimes quelqu'un, ne démolis jamais ses rêves. Ah ben, tout est réglé. Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, elle a dit non. Ah? On commence dimanche prochain sur la course Venise-Brescia. Mais puisqu'elle a dit non. Elle a dit non, mais elle a pensé oui. Et comment tu sais ça, toi? Comment je sais ça, moi? J'admets que votre phrase sur les rêves n'est pas mal. Mais les phrases comme celle-là ne sont vraies que dans les livres. Hein? Dans la vie, elles sont fausses. La vie, c'est drôlement plus compliqué, croyez-moi. Quoi qu'il en soit, c'est vous qui avez raison. J'ai dit non, mais je pensais oui. Pourquoi? Ben, je vous le dirai pas. Hein? Et d'ailleurs, si vous voulez tout savoir, même à moi, je me le dirai pas. Comme ça, on sera tous plus tranquilles. Dans le prochain extrait, il s'agit d'un livre de Caroline Pignat,
les amoureux de l'Empress. Alors, on connaît tous l'histoire de l'Empress of Ireland qui a échoué. Alors, il s'agit d'un amour tragique sur le Saint-Laurent et nous aurons sur le bateau nos deux amis en quelque sorte. Oh, Jim, j'ai failli faire une crise cardiaque! Ferme les yeux, j'ai une autre surprise pour toi. Ouf. Voyons, Ellie, tu ne me fais pas confiance. Mais penses-tu que je serais ici si je te faisais pas confiance, hein? Si j'avais pas confiance en toi? Qu'est-ce que c'est? Attends un peu et ne triche pas. Ah, tu ne ferais pas subir le supplice de la planche, hein? Nous nous arrêtâmes après le mât, à environ 30 pieds d'où nous étions. C'est bon, tu peux ouvrir les yeux. Et là, sur le pont, je vis une table mise pour deux avec nappe blanche, porcelaine fine et ustensiles d'argent. De longues bougies flanquaient un plateau recouvert par une cloche de service. C'était comme si quelqu'un avait transporté cela de la salle à manger de la première classe. Mais comment tu as pu... Quoi? Tu penses que tous mes amis sont des singes de chaufferie? J'ai des contacts, tu sais, mais il faudra peut-être que tu me dises quelle fourchette utiliser. Il tendit le bras et je glissai ma main sous son coude en rougissant, tandis qu'il m'escortait à ma place. Je jetai un coup d'œil à la porte qui se trouvait à moins de 50 verges de nous, mais si... J'y ai déjà pensé. J'ai donné quelques tablettes de chocolat à John et il va faire le guet pour nous. Si jamais tu l'entends siffler, tu prends tes jambes à ton cou. C'est toi qui as préparé tout ça? Ne sois pas trop enthousiaste. La table est de première classe, la compagnie aussi, mais malheureusement, pas la nourriture. Il souleva la cloche en argent pour me montrer non pas le canard à l'orange qui avait figuré sur le menu ce soir-là, mais plutôt un visage souriant composé de quartiers de pommes et d'un pot de chocolat fondu à l'emplacement du nez. J'ai fait tout ça moi-même. Une vieille recette de famille. Les larmes montèrent aux yeux, brouillèrent le visage de l'assiette. Je me détournai pour cacher ma gêne. Jim perdit son sourire en voyant le plat. Seigneur, comme je suis un con stupide, toi tu souhaites avoir un vrai repas et non pas manger debout comme un cheval dans l'écurie et moi, qu'est-ce que je t'offre? Des pommes, des maudites pommes! Pourquoi je te donne pas des carrés de sucre dans ma main, tant qu'à y être? Non, c'est parfait, Jim, j'adore ça, j'adore tout. C'est que jamais... Que personne n'a jamais fait quelque chose comme ça pour moi avant. Et si je peux me permettre, personne ne t'a donné des cubes de sucre non plus. Mais ça ne veut pas dire que tu en veux. Ellie, ce n'est pas tout à fait ce que tu imaginais. Je voulais seulement te faire plaisir, tu sais, pour te remercier pour ce que tu as fait pour mon bras. Et ça t'a pas suffi de faire un peu de vandalisme, hein? Du vol? Tu as appliqué l'argenterie? Emprunté. Comment as-tu deviné que je me pointerais, hein? Eh bien, comme tu viens t'appuyer au bastingage tous les soirs depuis que tu as commencé en janvier... Je rougis. Il m'avait bel et bien épié. Il recula ma chaise et je m'assis. Installez-vous confortablement, mademoiselle Ryan. Je dois tout rapporter dans une demi-heure. Dans cet extrait de La montagne entre nous de l'écrivain Charles Martin, on retrouve un homme qui est médecin et une femme qui s'appelle Ashley, qui étaient tous les deux dans un avion de tourisme qui vient de s'écraser. Le pilote est décédé et ils sont tous les deux pris dans la carlingue sur une montagne en hiver, tous les deux blessés. Vous avez mal? Au cœur. Ah, physiquement ou émotionnellement, là. Mais vous savez depuis combien de temps je veux me marier? Depuis combien de temps j'ai attendu et même organisé mon mariage? Toute
nuit. Ouais, mais où avez-vous mal sinon? Mais partout. Et c'est pas fini. Bon, je vais vous faire quelques points de suture. 3 plaies. La première exigeait 2 points au niveau du cuir chevelu, ce qui se fit relativement sans douleur. La deuxième bordait l'œil droit, passant au milieu du sourcil. Une ancienne cicatrice qui s'était réouverte sous le choc. J'ai percé la peau avec un hameçon. Il y a déjà une cicatrice, là. Oui, championnats nationaux. J'avais 18 ans. L'autre m'a balancé un crochet du droit, puis je l'ai pas vu venir. Vous étiez KO? Non, folle de rage. Pourquoi? Mais parce que ça allait gâcher ma photo au bal de finissant. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Ben, je lui ai mis un coup de pied retourné, suivi d'un double coup de pied sauté, et pour finir, un coup de pied marteau qui l'a cancrelaté. Cancrelaté. Ouais, on avait des termes pour parler de nos chaos. Tels que... Tels que marsouin, danse de l'homme blanc, le cancrelat et quelques autres aussi. J'ai achevé le 3e nœud, j'ai coupé le fil, j'ai hoché la tête à la vue de son sourcil. Bon, voilà qui est suffisant pour tenir jusqu'à ce qu'on trouve un hôpital et un bon chirurgien plasticien qui retouche mon œuvre. Mais, oui, et ma jambe, là, la douleur est insupportable. Je peux pas faire plus. Je l'ai mise en place, mais sans radiographie, c'est difficile d'en savoir davantage. Là encore, une fois à l'hôpital, ils pourront prendre des clichés et vérifier l'affaire. Mais vous avez dit 2 fois le mot hôpital. Vous croyez vraiment que quelqu'un va venir? Ben, nous les apercevrons sans problème. Mais ils peuvent pas nous voir. Toutes les traces de notre disparition reposent sous des couches de neige. Elles seront pas visibles avant juillet, quand tout aura fondu. Mais les avions qui s'écrasent n'envoient-ils pas une sorte de signal de détresse ou quelque chose comme ça? Ouais, mais le truc qui envoie ça repose tout autour de nous en milliers de petites pièces. Vous devriez peut-être ramper dehors et agiter votre chemise, par exemple. Aïe! Aïe! Ok, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai quelques côtes cassées. Oh, laissez-moi voir. J'ai retiré ma chemise. J'avais pas vu ma blessure à la lumière du jour et j'imaginais que l'hématome devait être très visible désormais. Tout le côté gauche de ma cage thoracique était d'un violet profond. Ça fait mal seulement quand je respire. Je peux pas croire que je suis allongée là, dans cet état, avec quelqu'un en train de me suturer au milieu de nulle part et puis qu'on rigole. Quelque chose ne va pas chez vous? Ouais. Donnez-moi votre main, j'ai besoin que vous dégagiez votre bras. Au fait, d'où vient cette belle chemise? Oh, je vous ai changé hier. Vous étiez trempé. Oh, c'était mon soutien-gorge préféré! Vous le récupérez quand il aura séché. Elle découvrit l'entaille qu'elle avait à son bras. Ah, je ne savais même pas que j'avais celle-là. Mais d'après vous, là, quelles sont nos chances? Ben, vous êtes du genre direct, vous. Hein? Et alors, tourner autour du pot ne nous sortira pas plus vite d'ici, hein? Très juste. Laissez-moi vous poser quelques questions. Avez-vous dit à qui que ce soit que vous preniez cet avion? Non. Pas de courriel, pas d'appel, rien de rien? Non. Donc, personne sur cette planète ne sait que vous êtes monté à bord dans un avion de tourisme pour essayer de rallier Denver? Oui. D'accord. Pareil pour moi. Mais j'imagine que tout le monde croit ou croyait jusqu'à hier que je suis ou étais toujours à Salt Lake City. Maintenant, ils doivent me chercher, mais par où commencer? Ah, pour eux, là, j'ai pris un voucher puis je suis allée à l'hôtel. Je vois pas pourquoi quelqu'un viendrait nous chercher. Il n'y a aucune trace officielle de ce vol parce que des professionnels comme nous, qui ont à peu près à deux, sans doute 20 ans d'études et de métier, n'ont même pas pensé informer hommes qui vivent de leur départ. Ben, c'est comme si ce vol n'avait jamais existé. Oui, mais il a bien eu lieu. Je croyais qu'il ne s'agirait que d'un saut de puce pour Denver. On échappait à la tempête, je me faisais 2 nouveaux amis au passage et puis la vie continuait. Ashley, je suis vraiment désolé pour vous. En ce moment, vous devriez être chez la manicure ou la pédicure ou quelque chose de même genre pour vous préparer au grand jour. Là. En fait, j'étais censée aller au spa avec mes amis
et me faire masser. Vous savez, là, un de ces massages aux pierres chaudes. Ben, au lieu de ça, je suis allongée sur de la glace avec un seul rocher, puis pas de chauffage. Quelque part, il y a une robe blanche sans jeune femme et un jeune marié sans sa promise. Et vous n'avez aucune idée de ce que m'a coûté cette robe. Non, elle sera là quand vous reviendrez, et lui aussi, hein? Heureusement que vous avez le sens de l'humour. Vous trouveriez ça drôle si je vous disais que j'ai une envie pressante? J'ai saisi une gourde en plastique dans mon sac, je lui ai étendu et je lui ai dit « Voilà ». Vous êtes sérieux? Dans cet extrait du roman Destination Happy End de Sarah Morgan, on va retrouver une vieille dame qui s'appelle Kathleen qui veut partir sur un road trip, mais elle ne sait pas conduire. Alors elle a engagé une jeune femme qui s'appelle Martha pour l'accompagner. Au moment où on se retrouve dans cet extrait, elle est chez Cade en train de vouloir louer une voiture. Mais allez voir, Kathleen a ses petits secrets. Donc Cade attendait toujours une réponse et elle fit un effort pour se concentrer. Pardon, vous disiez? Je voudrais m'assurer que c'est vraiment la voiture que vous vouliez. Ah, mais c'est parfait. Elle est rapide. Rapide? Madame, cette merveille a un moteur V8 de 5 litres sous le capot. Elle peut monter à 100 km/h en moins de 4 secondes. C'est assez rapide pour vous? Ben, cela me paraît suffisant pour ce que nous avons à faire. Vous alors? Vous êtes quelqu'un? De toute évidence, il pensait que Kathleen aurait dû louer un fauteuil roulant plutôt qu'une voiture sport. Mais ce voyage était celui de Kathleen. Elle avait le droit de le vivre comme elle le voulait, non? Sauf que, bien sûr, elle n'avait pas tous les éléments, mais Martha ne lui avait pas révélé ses piètres qualités de conductrice. Kathleen avait sous-estimé, donc, les risques du voyage. Les culasses ont été redessinées sur ce modèle et l'arbre à cam, ben, c'est toute une... Ah, Martha jeta un coup d'œil et fut soulagée de voir une boîte automatique avec un P pour parking, un D pour démarrer. C'est tout ce dont elle devait se rappeler. Elle n'avait pas l'intention de passer en marche arrière. Ce voyage se ferait uniquement en marche avant. En fait, ça pourrait être une métaphore pour sa vie. Pas de retour en arrière. Vous voulez l'essayer? Ah, mais pas tout de suite, hein. Réglons d'abord les formalités, jeune homme. Il nous faut une assurance tout risque. Ben, nous n'en aurons probablement pas besoin, mais il vaut mieux tout envisager au cas où un conducteur irresponsable nous rentrerait dedans. Bien sûr, vous avez tout vu. Alors, nous avons terminé. Vous avez des questions? Oui, j'ai une question. Kathleen. Quelle est la limite de vitesse? Pourquoi? Vous êtes pressée, madame? Vous avez dévalisé une banque, la police est à vos trousses? Ah, bien non. Mais j'ai quand même eu affaire à eux récemment quand ils sont venus enlever un corps dans ma cuisine. Un corps? Un corps. Martha se rendit compte qu'elle ne savait pas grand-chose sur Kathleen. Elle lui avait parlé de son travail, de ses voyages, mais ne lui avait rien révélé de personnel. Il était tout à fait possible qu'elle traverse les États-Unis avec une tueuse en série de 80 ans. Mais Kathleen, vous ne m'aviez pas parlé de... Cela m'avait échappé, ma petite. Bon, à moins qu'inconsciemment, hein, je n'ai essayé d'oublier. L'esprit bloque les souvenirs traumatisants, n'est-ce pas? Mais parlez-nous de ce corps, Kathleen. Ah ben, ce n'était pas n'importe quel corps, hein? C'était celui d'un homme qui était entré chez moi au milieu de la nuit. Oh, c'est terrible! Mais cela a dû être effrayant. Ah ben, il n'a pas eu l'air effrayé. En fait, je l'ai plutôt trouvé téméraire. Mais je voulais dire effrayant pour vous. Ah, je sais, je vous taquinais. C'est l'histoire la plus amusante qui me soit arrivée depuis bien longtemps. J'admets que j'ai eu de la chance, hein, qu'il soit seul et complètement ivre. Un conseil, mon garçon, hein, si vous voulez entrer dans une maison par effraction,
Ben, soyez sobre et emmenez toujours un complice avec vous. Il est beaucoup plus difficile d'éliminer 2 personnes. D'accord. Et donc, vous l'avez tué? Non, 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 il est en pleine forme. Et sans doute, parce que j'ai utilisé la poêle de 24 cm et non le modèle supérieur. Je ne prends la grande poêle que si je fais frire des œufs et des champignons avec le bacon. C'est bon à savoir. Les limitations de vitesse et les renseignements sur la façon de conduire dans ce pays se trouvent là, dans notre guide. Dans le coffre, vous trouvez une torche électrique, une couverture, etc., etc. Nous vous conseillons d'emporter de l'eau, surtout quand vous atteindrez le désert, et gardez votre téléphone en charge, même si vous n'avez pas de réseau. Vous pouvez appeler le numéro au dos du guide. Eh bien, merci. C'est très, très excitant. Avez-vous encore des questions? Sinon, nous en avons terminé. Oui, j'ai une question. Pourquoi? Mais pourquoi est-ce que j'ai pris ce job? Qui est là? Les joyeux troubadours! Mais entrez, voyons! Entrons! Durant toute la semaine, les joyeux troubadours ont confiance en leurs veines et rigolent toujours. Ce sont des philosophes, au lieu de s'affoler devant une catastrophe, se mettent à répéter, ne jamais croire toutes les histoires. C'est comme ça qu'on est heureux. Faire un sourire quand tout chavire, c'est comme ça qu'on est heureux. Aimer la vie et ses folies, c'est comme ça qu'on est heureux. Et trouver le ciel bleu quand il tonne et quand il pleut, c'est comme ça qu'on